Depuis toujours, on dirait que l'humanité est engagée dans un combat un peu fou, celui de plier la réalité à sa volonté. C'est vraiment le cœur de la thèse de Gérald Bronner dans son essai « À l'assaut du réel ». Et on va en explorer ensemble les recoins les plus fascinants. Tout commence avec cette phrase, ce slogan un peu paradoxal, né sur les murs de Paris en mai 68. « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Rien que ça capture l'essence même de cette ambition folle, mais tellement humaine, de refuser le monde tel qu'il est pour essayer d'en façonner un nouveau. Et voilà la question centrale que soulève Bronner. Et si cette pulsion, ce désir presque brûlant de prendre nos désirs pour des réalités, ce n'était pas juste une posture de rébellion? Et si c'était en fait le véritable moteur de toute l'aventure humaine? Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. On va retourner à ce moment précis, ce fameux printemps 68, où le désir de faire exploser la réalité n'était pas un truc solitaire, mais une immense vague collective. Quand on regarde les slogans de l'époque, l'imagination au pouvoir, ou encore ce fameux « sous les pavés la plage », qui imaginait une utopie juste sur le bitume, ce sont bien plus que des mots. Ils nous dessinent en fait les contours d'une ambition commune, universaliste, refaire la société, non pas en se basant sur ce qui est possible, mais sur ce qui est désirable. Et là, il y a une ironie un peu cruelle. Bernard Cousin, l'un des auteurs de ce slogan iconique, a fini sa carrière comme adjoint au maire d'un petit village. Bronner utilise son parcours comme une métaphore parfaite de ce choc souvent décevant entre la grandeur des rêves et le mur des contraintes du réel. Et c'est précisément là que Gérald Bronner identifie un tournant majeur. Toute cette énergie qui visait à transformer le monde collectivement, elle s'est peu à peu retournée vers l'intérieur, pour se focaliser sur la transformation de l'individu lui-même. Le contraste est assez saisissant. En 68, l'aspiration, c'était une libération pour tous. Aujourd'hui, l'assaut du réel, il se joue surtout sur le terrain de l'identité personnelle. C'est une quête beaucoup plus fragmentée, où l'enjeu c'est de faire coïncider le monde avec sa propre perception intime de son vrai soi. Le point crucial, ici, c'est un vrai changement de paradigme. Le fameux « jouir sans entrave » a fini par céder la place à un principe qui, lui, n'est pas négociable. Le consentement. La liberté absolue du désir s'arrête net là où commence la sécurité de l'autre. C'est une limite au désir que la société a, en quelque sorte, sacralisée. Faisons un saut jusqu'à notre époque. Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette attaque contre le réel, aujourd'hui? Eh bien, les formes ont changé, c'est sûr, mais l'ambition, elle, reste la même. Prenez des projets comme Calico de Google. Là, la technoscience ne vise rien de moins que de vaincre la mort elle-même. On n'est plus seulement en train de parler de changer la société. On veut carrément abolir la condition humaine dans ce qu'elle a de plus d'inéluctable. Et puis, il y a l'idéologie du ressenti qui devient le réel. L'identité est alors définie par le sentiment personnel, intime, au point de vouloir dépasser les catégories biologiques. C'est l'affirmation que la perception de soi est une réalité plus forte que la réalité, disons, objective. Et bien sûr, la technologie ne fait plus que promettre un futur différent, maintenant elle propose des présents alternatifs. Le métavers, les plateformes de réalité virtuelle, tout ça, ça offre des mondes sur mesure où l'on peut littéralement divorcer du réel. La frontière entre ce qu'on vit et ce qu'on imagine devient de plus en plus floue. Mais alors, pourquoi cette obsession qu'a l'être humain de vouloir tout remodeler? Pour Bronner, la réponse n'est pas philosophique ni politique. En fait, elle est d'abord neurologique. Elle se trouve dans l'architecture tout à fait unique de notre cerveau. Pour bien comprendre ça, on va suivre une analogie, celle de Flatland. Imaginez un être qui vit dans un monde à 0 dimension. Il ne perçoit qu'un seul point. Pour qu'il puisse concevoir la première dimension, il doit être capable de percevoir 2 points distincts. C'est leur relation qui crée une ligne. On continue. Un être de la première dimension, lui, ne voit que des lignes. Pour qu'il puisse imaginer la deuxième dimension, il doit pouvoir concevoir 2 lignes distinctes dans son esprit. Et c'est de là que naît l'idée d'un plan, d'une surface. Et enfin, pour percevoir notre monde en 3 dimensions, il faut être capable de se représenter au moins 2 plans différents. C'est ça qui crée le volume, l'espace, un monde que la plupart des animaux supérieurs peuvent appréhender. Mais l'humain, lui, il va plus loin. L'humain, lui, a accès à ce que Bronner appelle la 5e dimension. Alors attention, ce n'est pas de la science-fiction, c'est tout simplement le monde des possibles. C'est cette capacité à se dire « et si ?» Et si je changeais de travail? Et si on construisait cette ville en plein désert? C'est cet espace mental où on compare des futurs qui n'existaient pas encore pour choisir celui qu'on va essayer de faire arriver. Ce schéma illustre l'idée à la perfection. Le passé, c'est une trace unique. Elle est figée, on ne peut pas la changer.
Mais le futur, vu depuis notre présent, c'est un immense éventail de chemins possibles. Naviguer dans cette fameuse 5e dimension, c'est être capable de contempler cet éventail et de décider quelle branche on va tenter d'emprunter. Et cette capacité, elle n'a rien de magique. Elle est vraiment ancrée dans notre biologie. Notre cortex est massivement plus grand que celui de notre plus proche cousin, le chimpanzé. Nos connexions neuronales sont beaucoup plus denses et on a même des cellules spécialisées dans les émotions complexes et la projection de soi. C'est ce matériel cérébral qui est hors norme et qui nous ouvre les portes du monde des possibles. Mais voilà le problème. Cet outil qui est extraordinaire, cette capacité à rêver le futur, est aussi profondément défectueux. Notre carte mentale des possibles est en réalité pleine de distorsions, de biais cognitifs qui nous mènent bien souvent au désastre. Le coupable principal, il a un nom, c'est le biais de planification. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous assure que notre projet va se dérouler sans aucun problème, que les délais seront tenus et que le budget sera respecté. Alors même que toute notre expérience passée crie le contraire. C'est l'optimisme du désir qui refuse d'écouter les leçons du réel. Prenons un exemple monumental, la magnifique Philharmonie de Hambourg. Le plan initial, qui est le pur produit de ce biais de planification, tablait sur un coût de 77 millions d'euros. Un futur désiré et jugé à l'époque tout à fait réaliste. Et la réalité, elle, a été tout autre. 865 millions d'euros. Oui, plus de 11 fois le budget de départ. C'est une démonstration brutale et très coûteuse de l'écart abyssal qui peut exister entre le futur qu'on projette et celui qui se réalise vraiment. Et c'est là qu'on touche à toute la tension de notre condition humaine. Cette même impulsion, ce même optimisme parfois délirant qui fait exploser les budgets, c'est aussi celui qui nous a fait bâtir des cathédrales, envoyer des gens sur la Lune, créer des civilisations entières. C'est à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Alors, face aux défis d'aujourd'hui, la question reste entière. Quel sera le prochain monde que ce désir va bien pouvoir forger ?